Pour le stoïcisme est une école de philosophie hellénistique. Déjà, il y a un problème sur ce terme, on ne le connaît pas. C'est une expression par laquelle on désigne l'ensemble des courants philosophiques de la période hellénistique, qui s'étend de 323 avant Jésus-Christ, date de la mort d'Alexandre le Grand, à 30 avant Jésus-Christ, date de la mort de Cléopâtre. Oh, deux personnes magnifiques. Fondée par Zénon de Zénon de Kition, né, on va pas le lire, hein, est un philosophe grec d'origine phénicienne, fondateur en moins 301 du stoïcisme, est originaire de Kiltion, actuel Larnaca, le foyer principal de la colonisation phénicienne à Chypre. Ah. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, à Athènes, le stoïcisme est une philosophie de l'éthique. Donc, qu'est-ce que l'éthique? L'éthique est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux et dont le concept est donc très proche de celui de la morale. On parle aussi de philosophie morale pour désigner cette discipline. C'est une réflexion fondamentale de tout peuple. Personnel influencé par son système du coup logique et ses vues sur le monde naturel. Sur les enseignements en tant qu'êtres sociaux, la voie de l'eudémonisme. Donc, l'eudémonisme est une doctrine philosophique posant comme principe que le bonheur est le but de la vie humaine. Oh, c'est beau. Le bonheur n'est pas perçu comme opposé à la raison. Il en est la finalité naturelle. Pour les êtres humains, consiste à accepter le moment tel qu'il se présente et à ne pas se laisser contrôler par le désir du plaisir ni de la peur de la douleur, à utiliser son esprit pour comprendre le monde et à faire sa part dans le plan de la nature, à œuvrer avec les autres et à les traiter de manière juste et équitable. Les stoïciens sont particulièrement connus pour leurs enseignements moraux. Ouais, j'ai dit, selon lequel la vertu est le seul bien. Pour les êtres humains, et les choses extérieures telles que la santé, la richesse et le plaisir ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, n'ayant de la valeur qu'en tant que matière sur laquelle la vertu peut agir. Avec l'éthique aristotélicienne, Aristote, hein, la tradition stoïcienne constitue l'une des principales approches fondatrices de l'éthique occidentale de la vertu. L'éthique occidentale est une expression utilisée en philosophie morale contemporaine afin de distinguer de deux autres courants majeurs de l'éthique normative, la morale déontologique, qui insiste sur le devoir moral propre à l'action, qui insiste sur les causes, et l'éthique de la morale et la morale déontologique. Ok, morale et déontologique. Déontologique, c'est qui insiste sur le devoir moral propre à l'action. Très bien. Les stoïciens considèrent également que certaines émotions destructrices résultent d'erreurs de jugement, estimant que les gens doivent viser à maintenir une certaine volonté ou intention, appelée proairesis, qui est un concept proairesis, c'est un concept philosophique désignant un choix délibéré, une intention ou une prise anticipée. Et des fois, je mâche un peu les mots, c'est fait exprès, c'est parce que déjà, ils sont compliqués. Proairesis, voilà, comme ça au moins on est d'accord, qui soit en accord avec la nature. Il pense que la meilleure preuve de la qualité philosophique d'un individu est non pas ce qu'il dit, mais la manière dont il se comporte pour mener une bonne vie. Il faut pour les stoïciens comprendre les règles de l'ordre naturel, car selon eux, tout est enraciné dans la nature. De nombreux stoïciens romains, tels que Sénèque et Épictète, soulignent le fait que la vertu suffisante pour le bonheur suffit la vertu suffisante pour le bonheur. Un sage devrait être émotionnellement résistant au malheur. Ok, ouais, pourquoi pas. Cette croyance est à la base de ce qu'on appelle calme stoïcien. Bien que cette expression n'inclue pas les conceptions d'éthique radicale, selon lesquelles seul un sage peut être considéré comme étant vraiment libre de toutes les corruptions morales, comme également vicieuses.
Le stoïcisme s'épanouit dans la Grèce antique, puis la Grèce romaine, puis la Rome antique, jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Le dernier grand philosophe stoïcien de cette époque est l'empereur romain Marc Aurèle. Ok. Si le stoïcisme se fait moins présent après le christianisme, fut devenu religion d'État, 2 siècles plus tard, au IVe siècle, il connaît un regain d'intérêt notable à la Renaissance et à l'époque contemporaine, le stoïcisme moderne. Bon, au niveau des sources, hein, ils sont en train de dire, bon, effectivement, ils ont des fragments des premiers textes de Zénon et les œuvres complètes de l'Antiquité sont de 3 penseurs. Voilà, très bien. Étymologie, très important, étymologie, donc l'origine du mot. Stoïcisme est à l'origine connu sous le nom de zénonisme, terme fondé sous le nom du fondateur de celui-ci, Zénon de Kition. Cette appellation est toutefois rapidement abandonnée, probablement parce que les stoïciens ne considéraient pas leur fondateur comme parfaitement sage, et pour éviter le risque que cette doctrine philosophique ne débouche sur un culte de la personnalité. Le terme de stoïcisme vient du substantif stoa, qui veut dire stoa, ou portique poésie, simplement, est un monument de l'Athènes antique, ok. Le portique des peintures, voilà exactement. Il s'agissait d'un portique ou galerie de colonnes décorées de grandes fresques dues à des peintures réputées, représentant des scènes de bataille illustrant les hauts faits de la guerre de Troie, les Amazones, de la victoire de Marathon, se trouvant sur le côté nord d'Agora d'Athènes, de l'Agora d'Athènes. L'Agora d'Athènes est une ancienne place publique d'Athènes située au pied de la butte de Kolonos Agoraios. Il y avait un autre truc créé au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle accueille notamment les principaux bâtiments politiques. Ok. C'est là, donc, que Zénon et ses disciples se réunissaient pour leurs échanges d'idées. Le stoïcisme est parfois appelé la philosophie du portique ou stoa. L'adjectif stoïque désigne communément un comportement traduisant une indifférence à la douleur, au plaisir, au chagrin ou à la joie. En français, c'est au XVIIe siècle que ce terme cessera de se rattacher à l'école philosophique, tandis qu'en anglais, il est utilisé pour la première fois comme nom en 1579, puis comme adjectif. Bon, pas très important cette partie-là. Hein. Le sens du mot stoïque s'explique par la hauteur et la rigidité de cette doctrine morale, fortement liée à la logique et à la physique stoïcienne. Le premier devoir de l'homme est d'extirper de son âme toutes ses passions, qui font de lui un fou. Par elle seule, la vertu suffit à procurer le bonheur. Il n'y a pas de degré dans la vertu, de même qu'il n'y en a pas dans le vice. Toute faute morale, même la plus anodine, est un crime contre la raison. Le sage seul est heureux et libre. Fut-il fait en esclave et dénué de tout, il est le roi du monde. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il te fait parcourir, hein, parce que ça a l'air très 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 long, hein, cette partie sur le stoïcisme. On va essayer de partir quand même un petit peu sur l'histoire à partir de 300, donc ça on l'a peut-être vu, il n'y a peut-être pas besoin de retourner sur cette partie-là. Hein. Stoïcisme moyen, là on va dire ça va parler du stoïcisme moyen, l'ontologie, l'ontologie, qu'est-ce que l'ontologie déjà? Ontologie, faisons une petite recherche rapide. Partie de la philosophie qui traite de l'être indépendamment de ses déterminations particulières. Ok. La logique. On va essayer quand même un petit coup là sur l'histoire. À partir de 300, donc à la fin, Zénon de Kition qui a étudié la philosophie platonicienne. Ah si, en fait, c'est quand même une partie intéressante de comment est-ce qu'il s'est construit, Zénon. Donc à partir de 301 avant Jésus-Christ environ, soit à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Zénon de Kition a étudié la philosophie platonicienne, l'académie de Platon, et est élève
du philosophe cynique Cratès de Thèbes. Thèbes était un philosophe cynique de l'Antiquité. Il donna tout son argent pour vivre une vie de misère dans les rues d'Athènes. Wow, ok. Original. Enseigne la philosophie sous la Stoa, soit le portique des peintures, contrairement aux autres écoles philosophiques comme l'épicurisme. Épicurisme est un courant issu de la philosophie antique ayant pour objectif principal l'atteinte du bonheur par la satisfaction des seuls désirs naturels et nécessaires. C'est une doctrine matérialiste et hédoniste. Il choisit d'enseigner sa doctrine dans un espace public, sous la galerie des colonnades surplombant le lieu de rassemblement central d'Athènes, qui est l'agora. Zénon est alors le premier à diviser la philosophie en trois disciplines, la logique, la physique, soit une certaine conception du monde, et l'éthique. Ok. Il définit également les principaux fondateurs du stoïcisme, parmi lesquels il introduit le concept de sage comme modèle d'excellence humaine. Les idées de Zénon se développent à partir de celles des cyniques, dont le père fondateur, Antisthène, est un disciple de Socrate. Les origines socratiques du cynisme donnent une certaine reconnaissance au stoïcisme, bien que les adeptes de ce dernier finissent par se désolidariser du cynisme, notamment à cause de l'impudeur qu'il engage. Le disciple le plus influent de Zénon est Cléante d'Assos, qui transforme le nom zénonisme en stoïcisme, fondant l'école stéocienne. Il est connu pour son hymne à Zeus, qui décrit de façon émouvante le respect stoïcien pour l'ordre cosmique, ainsi que la puissance de la raison et du droit universel. Oh, c'est beau. Chrysippe de Sol, en Sicile, probablement le plus productif des premiers stoïciens, lui succède à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, alors qu'il est scolarque de l'école stoïcienne, c'est-à-dire le directeur d'une école philosophie, généralement garant de la cohérence de la doctrine. Il consacre son temps au développement des thèmes de Zénon dans la logique, la physique et l'éthique. L'étude de son travail en logique propositionnelle, dans lequel il étudie des propositions non analysées jointes par les termes de légion connecteurs, représente une contribution importante à l'histoire logique ancienne et particulièrement pertinent de la logique moderne. Pour l'aspect physique, Chrysippe tente de prouver que le destin et le libre arbitre ne sont pas des caractéristiques conceptuelles du stoïcisme, établissant... Ah, voilà. Ok. Je pense qu'on va se perdre en fait dans les étymologies, le pourquoi, la logique, bon... Division de l'aide, bon, je suis pas sûr que la logique, ça fait partie aussi. Théorie de la connaissance, la physique, bon... C'est quand même pas mal d'éléments, mais je pense qu'on va se perdre dans tous ces éléments-là. Voilà, j'ai des répétitions, hein, élément. Donc bon, pour faire simple, en fait, le stoïcisme, donc, si on reprend ce qu'il y a d'écrit, c'est simplement une philosophie de l'éthique personnelle influencée par son système logique et ses vues sur le monde naturel. Voilà. Au moins, s'il y a ça à retenir, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que c'est c'est quoi? Quel est le meilleur terme? C'est que c'est un courant de philosophie. Influence du stoïcisme. Voilà. L'influence du stoïcisme sur les cultures grecques et romaines fut considérable, si bien que rares furent les penseurs antiques qui ne critiquèrent pas cette doctrine. Cette influence continua même après la conversion de l'Occident au christianisme, certains monastères ayant ainsi érigé le manuel d'Épicète, quelque peu modifié en règlement intérieur. L'Épicète, donc l'Épicète est un philosophe de l'école stoïcienne. Le stoïcisme se perpétua aussi dans la pensée de philosophes français tels que Descartes, qui déclara qu'il vaut mieux changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, ou, dans une optique chrétienne, chez Pascal, et plus proche encore de nous, dans celle d'Émile Breillet, dont la vie et les études sont fortement teintées de stoïcisme, dans le développement de son modèle thérapeutique.
Albert Ellis s'est inspiré du stoïcisme pour construire la thérapie rationnelle émotive. Cette dernière, qui est une pratique psychothérapeutique, empirique et directive à fondement philosophique qui vise à soulager les individus souffrant de difficultés psychologiques. C'est une des principales formes de psychothérapie cognitivo-comportementale. Voilà. Donc, en plus de ça, la finalité et l'utilité qu'on en a actuellement, c'est d'en faire une thérapie psychologique. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, ce sujet. C'est plutôt tourné philosophique, c'est un petit peu technique, on va dire, pour ceux qui aiment bien les origines des mots, c'est quand même intéressant. Connaître un petit peu plus de philosophes de la Grèce antique, et puis c'est quand même des termes qui sont parfois utilisés, hein. Et ben, on se rend compte en plus que c'est toujours utilisé ou détourné, hein, euh, de nos jours pour quelque chose de médical. Donc ce ne sont pas des courants qui sont juste de l'écriture ou de ce qu'on appelle de la masturbation, hein, mentale, mais ça débouche bien sur quelque chose qui est utilisable.